Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le deuxième off de NetManager 2021. Nous sommes sur les hauteurs de Calvi, au village d'Odji, en compagnie du conférencier de ce matin et de 3 invités, acteurs du tourisme. Nous sommes donc en compagnie de Sophie Ollier-Domas, directrice générale de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, Martine Granier, cofondatrice de la franchise des Camping Paradis, Nicolas Brumelot, cofondateur et président de Mr Fly, et Dominique Siama, le directeur de CY, École de Design. Dominique Siama est un profil atypique pour un événement centré autour du tourisme. Vous avez eu plusieurs vies professionnelles, mathématicien et informaticien de formation, vous avez été chercheur en IA, éditeur électronique, stratège pour des multinationales, et aujourd'hui vous êtes une grande figure de l'écosystème du design. Est-ce que vous pouvez résumer les principaux points de votre intervention de ce matin ? Bien, les principaux points, il s'agissait d'essayer de démontrer que le design était probablement la nouvelle méthode, la nouvelle approche, le nouveau paradigme pour affronter les défis du XXIe siècle, qui sont des défis nés d'une certaine manière de la fin du modèle industriel, de la fin du modèle consumériste, une réponse aussi aux crises existentielles que toutes les sociétés modernes connaissent, accélérées par le Covid. Et cette nouvelle posture, cette nouvelle culture, c'est la culture du design, mais du design du XXIe siècle, c'est-à-dire de la culture du projet. Parce que design, ça vient d'un mot italien, c'est disegno, et disegno en italien, ça veut dire le dessin, IN, et le dessin, EIN. Et donc, le design, en tant que paradigme de pensée, de production, d'offres ou de résolution de problèmes, se propose de réunir toutes les disciplines, et donc tous ceux qui les portent, dans une culture du projet, c'est-à-dire orientée vers un projet partagé, en mettant en branle toutes les intelligences, tous les savoirs, afin de les mettre à contribution pour résoudre un problème, contribuer à un projet qui appartient à tout le monde. Cette culture du projet, ça s'appelle le design. Le tourisme, comme toutes les autres industries, se trouve confronté exactement aux mêmes problèmes que les autres. Les problèmes du siècle, qui sont les problèmes de la biodiversité, qui sont les problèmes des injustices sociales, des inégalités sociales, qui sont les problèmes de la place des femmes, par exemple, qui sont le problème aussi du réchauffement climatique. Aujourd'hui, comment on affronte ces grands problèmes-là, tout en assurant, d'une certaine manière, à ces économies, quelle qu'elle soit, de continuer à exister et à contribuer à créer de la valeur et du lien. Le design est censé faire ça, justement. Sophie Ollier-Domas, en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez différentes marques qui proposent différentes expériences. Selon vous, comment le design peut sublimer ces différentes expériences ou ces différentes marques ? Justement, par rapport à ce que disait Dominique, ce qui était intéressant, c'est qu'on est parti sur une logique de projet et qu'effectivement, tout le monde a le même dessin, pour le coup, c'est-à-dire essayer de mettre en valeur une offre touristique, c'est-à-dire qu'une offre touristique, elle a du sens à partir du moment où le client la comprend. Je veux dire, aujourd'hui, je fais partie d'un organisme qui promeut effectivement une grande région qui est née des fusions et qui a véritablement besoin de s'implanter, mais s'il doit s'implanter administrativement, le client, il cherche un produit. Et ce produit, si les acteurs du tourisme ne le designent pas, c'est-à-dire que pas dire que j'ai fait un peu du design sans le savoir jusqu'à présent, mais j'ai véritablement essayé d'associer toute la chaîne des acteurs, de l'habitant déjà, aux offices de tourisme, au département et à l'échelon régional et aux professionnels pour arriver à leur faire comprendre qu'une offre touristique, elle devait avant tout trouver un client. Et c'est véritablement cette dimension-là qui doit aujourd'hui nous animer et non pas être uniquement dans une logique de promotion administrative d'un périmètre pour véritablement être identifié dans une logique, entre guillemets, de faire consommer un client. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que touristiquement, c'est quoi notre ADN ? C'est qu'à un moment donné, on veut faire venir un client sur notre territoire. Et la crise sanitaire nous a vraiment incité à nous tourner vers un client, alors totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de connaître, mais justement, ce client, il a été au rendez-vous, il a vraiment apprécié de redécouvrir son territoire, il a redécouvert la Bourgogne, il a redécouvert les montagnes du Jura, il a découvert les Vosges. Martine Granier, est-ce que vous avez recouru à des designers pour créer Camping Paradis ? On va dire que le grand dessin, le projet a été pensé par les fondateurs de la franchise et dans des expertises différentes, dans les 3 personnes qui composent, qui ont créé ce réseau. Et notre grand dessin, en fait, on va dire notre grand projet,
il avait déjà du visuel dans le design, si on prend le design en tant qu'illustration, puisque c'est faire entrer le monde de la télévision dans les campings, c'est lié évidemment à la série télé qui a une signalétique, qui a une identité déjà, qui est une marque en soi. Donc on a déjà utilisé ça. Mais notre grand projet, notre grand dessin, je veux dire, il est avant tout serviciel pour nos franchisés, c'est-à-dire les accompagner, à leur apporter des services différenciants, valorisants et qui créent de la richesse, qui créent de la valeur pour eux, mais également aussi pour les clients et à qui on va offrir une expérience différente, une immersion et une expérience différente. Mais pas seulement, et dans l'économie circulaire qu'on a intégrée, c'est, comme le disait tout à l'heure Sophie, c'est intégrer les territoires. C'est-à-dire, ça n'est pas une vie dans un camping paradis en vase clos. Non, c'est une ouverture sur les territoires. D'abord, c'est un coup de projecteur sur la région, sur le territoire, et c'est un partage des valeurs avec toute l'économie qui entoure le camping, c'est-à-dire économie culturelle, artisanale, gastronomique, etc. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est à la fois créer de la valeur et de la richesse pour les propriétaires, pour nous construire vraiment une identité d'un produit différenciant, faire vivre une expérience pour les clients valorisante, inédite, et puis créer des souvenirs, créer de la valeur, et puis aussi, bien sûr, faire partager avec tous les acteurs économiques de la région. Nicolas Brumelot, est-ce que la conférence de Dominique Siama vous a inspiré, vous qui êtes un acteur du web? Est-ce que vous arrivez à transposer ce qu'il a dit par rapport à vos problématiques? En problématique, oui. Alors la conception déjà à la base de l'entreprise, c'est un projet. Donc il y a eu un projet et un dessin de ce projet. Et dans la distribution, parce que nous sommes un distributeur, ça a été de partir du besoin du consommateur. Donc dans cette ère servicielle, c'est l'effet utile dont on a parlé également hier sur l'effet utile pour le consommateur. Donc de dessiner ce projet autour des besoins et des utilités pour le consommateur. Nous sommes par exemple une entreprise digitale née pour le coup il y a 5 ans seulement, donc purement né dans cette nouvelle ère, mais dans les innovations justement qui sont apparues, sont des innovations de service, puisque celles qu'on a lancées et qui étaient innovantes dans le tourisme, on a accompagné un des partenaires, Floa Bank, sur une problématique, donc ça partait bien d'un besoin d'un consommateur, dans la conception du projet, toujours on en revient là, c'était des besoins utiles pour le consommateur, donc de lui permettre, de lui faciliter, en tous les cas tous ces points de friction, pour acheter le voyage, et puis de concevoir aussi la plateforme pour qu'elle réponde aux besoins du client. Donc oui, il y a une conception, et ça me parle beaucoup plus aujourd'hui après l'intervention. On n'a pas toujours mis les mêmes mots derrière, hein, le dessin, le projet, mais bon, c'est extrêmement parlant aujourd'hui, et ça permet de faire le lien avec tout ça et de mettre de raccorder les points qu'il y a eu sur l'élaboration de ce projet. Alors c'est vrai qu'on a tendance à résumer le design au design d'objets, au design d'espace. Là, on se rend compte qu'on peut designer des filières. Ça nécessite de concerter différents acteurs. Est-ce qu'il vous semble simple de fédérer les différents acteurs du tourisme autour d'un même projet? Alors, fédérer tous les acteurs du tourisme autour d'un même projet, c'est assez compliqué. Je pense que ça serait déjà pas mal que chacun des acteurs du tourisme puisse définir, avoir une vision très très claire de son projet et fasse en sorte que tous les protagonistes qui contribuent à sa production, mais d'une certaine manière qui gravitent autour, parce que ça concerne à la fois les collaborateurs, les partenaires, évidemment les clients de ces organismes, que tous ces protagonistes partagent le projet. En fait, le grand enjeu de l'économie du XXIe siècle, c'est une économie, on l'a dit, du service, c'est aussi une économie de l'expérience. Et l'expérience dans un monde numérique, c'est quelque chose qui est difficile à délivrer, surtout c'est quelque chose de très exigeant, parce que les gens à qui on la délivre sont très 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 sélectifs, et c'est très facile pour eux de changer de prestataire, et donc on a l'obligation de les servir avec la plus grande qualité possible. D'accord ? Et pour ça, il faut mobiliser toutes les intelligences. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire aux gens, c'est pas très grave que vous ne sachiez pas à quoi vous contribuez, faites-le. D'accord ? Nous, on sait. C'est fini, on ne peut plus faire ça. Donc on doit absolument capitaliser sur l'intelligence de tous les protagonistes. Et donc c'est ça la culture du projet. C'est-à-dire comment tout d'un coup, tout le monde devient propriétaire du projet, et quand vous êtes propriétaire de quelque chose, vous êtes fier de ce que vous possédez,
Donc vous vous impliquez un maximum parce que c'est votre projet. Et il n'est pas question que votre projet il soit raté. C'est pas impossible que votre projet soit raté. Donc tous les protagonistes, à partir du moment où vous leur donnez le projet, ils vont s'impliquer à fond. Et ça va être très très bien. Donc le vrai résultat de la culture du projet, c'est l'appropriation du projet par les protagonistes. Et ça aussi, ça veut dire que ça a une incidence de management. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème de produire la meilleure offre, c'est comment tout d'un coup on fidélise ses collaborateurs, comment on fidélise ses clients, comment on fidélise ses partenaires et comment on s'installe de manière définitive sur un marché parce qu'on offre la meilleure expérience à tout le monde, pas qu'à ses clients, ses collaborateurs, ses partenaires. Sophie Ollier-Demas, vous partagez le propos ? Énormément, parce que c'est vrai que je pense que des organismes institutionnels, à un moment donné, on était vraiment dans une logique uniquement de séduction. Donc ça veut dire séduire un client. Mais on voit bien que par rapport à un projet commun, si on arrive à les conquérir, ces clients, on doit aussi les fidéliser, on doit leur donner envie de revenir. Et si on ne porte pas tous un étendard ou une dynamique autour d'une marque de destination, par exemple, et qui permet de partager les mêmes valeurs, parce qu'il y a cet élément-là, on en parlait tout à l'heure, je pense que ça fait vraiment partie des choses qui sont essentielles. Quand vous avez un projet au service d'un territoire, il prend beaucoup plus d'ampleur si tout le monde le partage. Si vous êtes tout seul dans votre coin à tenter de vouloir vous mettre dans une dynamique, c'est bien, mais plus vous arrivez à réunir des acteurs, et c'est vrai que dans le tourisme, il y a eu une succession souvent d'individus qui n'avaient pas très envie de vouloir travailler ensemble. Je pense que demain, c'est véritablement ça qui va faire gagner des parts de marché. Quand on sera capable de vivre une expérience, on me disait, ou en tout cas de partager une confidence, qui est un peu l'ADN que j'essaie de développer sur mon territoire, je vois bien qu'aujourd'hui, là, j'arrive à entraîner mes professionnels. C'est-à-dire qu'un habitant, il va partager son bon plan avec son professionnel du tourisme, il va partager son bon plan, qui va partager lui-même son bon plan avec son département, demain avec sa région, demain avec un tour opérateur, demain avec une agence de voyage. Donc ça veut dire que cette chaîne de valeur, véritablement, aura du sens pour qui ? Pour le client final. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à véritablement construire avec tous nos acteurs de nos territoires. Est-ce que vous êtes confiante dans ces collaborations ? Parce qu'on voit bien que les acteurs privés, les acteurs publics ont du mal à collaborer ensemble. On parle des partenariats publics-privés depuis des années. Dans les faits, c'est rarement mis en place. Pourquoi, selon vous, est-ce que les choses pourraient changer ? Parce que je pense que la période dans laquelle on est aujourd'hui a quand même permis que ces gens-là se parlent. C'est-à-dire que je pense qu'on était véritablement tourné, on va dire, comme je disais tout à l'heure, sur de la séduction. De la séduction, un organisme comme le mien, il faisait des campagnes de communication, mais derrière, il ne mettait pas forcément une offre touristique en valeur. Aujourd'hui, les professionnels, ils se sont rendus compte que pendant la crise sanitaire, ils ont pu compter sur nous. On a été là, on a compris aussi leur métier. Et aujourd'hui, ils se disent, c'est vrai que les institutionnels peuvent véritablement aujourd'hui se mobiliser à nos côtés, répondre à nos besoins, et que personnellement, je trouve que si de l'argent public peut permettre de développer du chiffre d'affaires et de l'emploi sur les territoires, là, j'aurais rempli la mission. Martine Granier, vous avez réussi à fédérer différents acteurs ? Alors, typiquement, la franchise, c'est vraiment le concept de fédérer ceux qui vont délivrer la promesse qui est faite par la franchise, par la marque. Donc, embarquer, fédérer, c'est vraiment la base même d'une franchise. Donc, ce grand dessin, il doit être partagé, mais plus que ça, les franchisés doivent s'approprier le projet. Ça doit devenir leur projet. Et toute l'énergie qu'on doit mettre, la communication qu'on doit mettre, in fine, pour délivrer ce produit, c'est d'abord à nos propriétaires, qui sont des indépendants à la base, qui ont leur code, leur manière de fonctionner, etc. Et là, c'est d'arriver, nous, avec ce projet, ce concept qui a été imaginé, et de dire, on va le partager. Et dans ce partage, il faut créer de la valeur pour qu'ils puissent se l'approprier et qu'ils y voient un intérêt. Évidemment, il faut le partager, il faut embarquer les gens. Sinon, la franchise ne délivrera pas la promesse. Et dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, typiquement, on embarque, on partage, on fédère, et dans les valeurs de bienveillance qu'on a écrites, qui sont à la base reprises de la série et qui sont nos valeurs de vie, sur la bienveillance, le partage, la convivialité, mais aussi l'émerveillement, qui est, on va dire, le supplément d'âme, on va dire, dans la franchise.
Nicolas Brumelot, vous disiez que Mr Fly avait seulement 5 ans, mais vous avez une carrière un peu plus longue dans l'industrie du tourisme. Est-ce que vous pensez que la crise que nous traversons va véritablement avoir un impact et va inciter les différents acteurs à collaborer pour un projet commun? Vous y croyez vraiment? Alors, personnellement, non. Alors, c'est le retour d'expérience de ce qui s'est passé dans la crise dans mon industrie, distributeur spécialisé, comme avec une forte spécialisation sur la distribution de l'aérienne. Et on parlait de l'effet utile, je parlais tout à l'heure de l'effet utile des consommateurs, mais en fait, c'est l'effet utile pour l'ensemble des partenaires de l'entreprise, de tous ceux qui concourent au dessin. Chacun doit y trouver un intérêt, mais chacun doit aussi en retirer un bénéfice. Et dans cette chaîne de valeur aujourd'hui, les intérêts sont tellement divergents par l'explosion des zones de chalandise dont on a parlé hier dans l'ère servicielle avec la digitalisation, où nos propres partenaires sont finalement nos concurrents. Donc il y a de l'hypocrisie malheureusement dans ces relations, et il y avait je pense une occasion assez unique et historique de pouvoir justement recréer ça, et une économie de partage entre les différents acteurs dans la chaîne de valeur. Malheureusement ça ne s'est pas produit, donc je serais personnellement, c'est mon avis, je n'y crois pas. Donc on va continuer notre chemin avec ce dessin qui est toujours d'apporter de la valeur, une expérience utile, mais à tous les acteurs. Donc il y a effectivement les consommateurs qui le premier doit trouver un intérêt, mais les collaborateurs, parce qu'aujourd'hui on est en concurrence avec tout le monde pour attirer des gens qui développent des solutions, des gens qui codent, des personnes qui sont dévouées aux clients parce que c'est partie de l'expérience, mais aussi pour ceux qui nous accompagnent et qui le financement fait partie aussi des besoins d'entreprise en croissance, donc aussi pour les actionnaires, et puis aussi pour les fournisseurs, parce que nous sommes un distributeur, donc les partenaires fournisseurs des différents produits. On va continuer à s'attacher à le faire, mais je le pense malheureusement sans un partenariat historique qui aurait pu se nouer. C'est une occasion ratée. Dominique Siama, on le voit bien, l'industrie du tourisme est complètement éclatée avec des intérêts très différents, des mindsets très différents. Comment, selon vous, un acteur public pourrait demain facilement collaborer avec un acteur privé? Quel pourrait être le changement, le déclic? Est-ce que c'est la crise qu'on traverse? Est-ce que c'est un projet fabuleux qui fédérerait tout le monde? Est-ce que vous avez déjà vu d'autres industries confrontées à cette même configuration et avoir du mal à, entre guillemets, à travailler de concert? Je pense que c'est consubstantiel d'une économie de marché. C'est-à-dire que l'économie de marché, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse les acteurs libres de développer des offres qui sont en concurrence, tant qu'elles respectent des règles communes, évidemment, mais elles sont en concurrence, d'accord? Qu'est-ce qui va les réunir? Probablement la volonté de servir au mieux leur cible, d'accord? Donc ça, déjà, ça les réunit. Qu'est-ce qui va les réunir? Moi, il y a quelque chose qui les réunit, qui est très très important, c'est le territoire sur lequel elles opèrent. Le territoire, c'est le même, c'est exactement le même, d'accord? Donc elles ne peuvent pas dire qu'il est différent, c'est le même. Ils n'offrent pas la même chose, pas au même genre, c'est au même endroit. Et à la fin, il y a la problématique de la logique du territoire, parce que le territoire, il a une logique propre, il a une histoire, il a une géographie, il a une population, il a des régulateurs, il y a des gens qui gouvernent ce territoire, d'accord? Et dont une des missions, c'est de faire en sorte que les gens qui y vivent et du travail, en particulier générés par la présence des clients, des acteurs du tourisme. Donc, on pourrait dire, d'une certaine manière, l'économie de marché est là pour faire en sorte que les règles communes soient respectées, mais le vrai fédérateur, c'est le territoire. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde, mais en France en particulier. Tout d'un coup, la logique du territoire, c'est-à-dire que les territoires, je l'espère, en tout cas je l'appelle de mes voeux, sont amenés à prendre le pouvoir. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un certain nombre de compétences qui doivent effectivement descendre au niveau du territoire, et en particulier pour ce qui concerne le tourisme, parce que la crise actuelle nous impose à être sobre, solide, durable, d'accord, et y compris dans l'offre qu'on propose aux clients, d'accord. Et ça veut dire s'ancrer dans la réalité du territoire. Et mon optimisme, à moi, il est en fait de nature, je dirais, politique, au bout du compte, dans la mesure où le territoire est un lieu politique, c'est un lieu où on vit ensemble. Il y a des gens qui habitent là, puis il y a des gens qui passent là. Eh bien, c'est la logique du territoire qui nous permet d'être optimistes, parce que les territoires vont, je l'espère, prendre de plus en plus d'importance.
Donc vous avez une sacrée responsabilité, Sophie. Oui, mais je pense que ce qui est essentiel demain, c'est vraiment de réconcilier l'habitant et le touriste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on les opposera, je veux dire, un habitant, il vit bien parce qu'il y a un jour son maire qui va dire j'aménage une piscine, j'aménage un sentier de randonnée. Il n'est pas fait au départ forcément pour l'habitant. Il est fait parce qu'on peut accueillir, parce que des choses comme ça. Et je pense que si on arrive à faire comprendre à un habitant que quelque part, il a la possibilité de délivrer aussi un message de bienvenue, d'accueil, de dynamique sur son territoire. Mais demain, ça veut dire qu'il peut y avoir une entreprise qui s'installe. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui a envie de venir vivre dans cette même ville ou dans ce même village. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'à un moment donné, on arrive à réconcilier. Tant qu'on n'aura pas compris que finalement, l'habitant, c'est le meilleur agent de développement touristique qui puisse exister, eh ben, je pense que quelque part, on n'aura pas véritablement rempli notre mission. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Dans l'élaboration des schémas de développement touristique et des loisirs, est-ce que les habitants sont souvent intégrés dans la concertation initiale ? C'est-à-dire que je pense que les habitants, jusqu'à présent, ne faisaient pas partie véritablement prenante de cette discussion. Et là, je le disais tout à l'heure, moi, la crise sanitaire, c'est véritablement ça qui m'a donné envie de réunir par territoire des habitants pour qu'ils partagent des confidences au départ, réunis autour des sociopros, c'est-à-dire des offices de tourisme et des hôteliers, des restaurateurs, des activités de loisirs. Ces gens-là, je les ai réunis dans un même endroit, sur un même territoire. Et ils se sont partagés des trucs, c'est-à-dire qu'en gros, le type qui va résider dans un hôtel, il veut partir faire une excursion, il a envie de connaître la meilleure boulangerie, le meilleur endroit où il va pouvoir trouver son jambon, et puis où est-ce qu'on a la meilleure gourmandise qu'on peut partager ensemble. Et je pense que c'est tous ces temps-là aussi qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on parlait de bienveillance tout à l'heure, je pense que la bienveillance, elle doit aussi se retrouver dans ces partages, dans ces collaborations. Et je pense qu'un habitant, quand demain, au sein d'un office de tourisme, on sait lui parler, on sait lui redonner des éléments, on sait lui dire, voilà, tu vas accueillir des gens, tu vas être en capacité, toi aussi, par rapport à une région comme la mienne. Je pense qu'aujourd'hui, l'habitant, c'est véritablement celui qui a un vecteur de communication touristique. Il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble avec ces professionnels qui accueillent dans un hébergement marchand, qui véritablement gagne du chiffre d'affaires. Mais tous ces gens-là permettent de véritablement développer l'économie d'une région. Martine, est-ce que vous pensez qu'un jour vous recruterez un designer ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas prendre un jeune stagiaire ? J'ai retenu que les écoles étaient disposées à travailler sur ces sujets-là et ça me semble intéressant en tous les cas. Et puis d'avoir aussi une autre vision à travers la jeunesse, ces nouveaux concepts, etc. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Sophie sur les territoires et ce que vous disiez. C'est vrai qu'un territoire, c'est une vraie richesse et c'est un partage. Et je pense que si on arrive, et nous on voit avec notre franchise, quand on rencontre les élus, on implique les élus sur le territoire. Parce qu'il se trouve que cette franchise qui est connue à travers la télévision, à travers un grand média, quand on en parle, c'est à coup de projecteur sur la ville, sur la région. On va faire extraire, on va apporter une notoriété que la région ou la ville n'avait peut-être pas. Donc c'est là où tout le monde, et ça fait plaisir à tout le monde en fait, on se rend compte que les élus sont fiers et que ceux qui habitent, les habitants sont aussi fiers. Et je crois qu'à partir du moment où on apporte de la valeur, ce qui est le cas, et de la fierté, on développe un sentiment d'appartenance et de partage. Et c'est aussi ça la vocation. Le tourisme, les vacances, c'est un lien entre les gens. On apprend à connaître l'autre, à découvrir le lieu dans lequel il vit, à partager son quotidien, etc. Je pense que il faut revenir à des valeurs fondamentales qu'on a peut-être oubliées dans toutes ces années où il y avait un peu d'excès, on va dire. Et là, peut-être que ce phénomène du Covid, en fait, que personne n'a imaginé, évidemment pas souhaité, eh bien, c'est de se réapproprier et de reprendre nos fondamentaux, nos valeurs, nos vraies valeurs. Qu'est-ce qu'on veut faire du tourisme de demain, particulièrement quand on est dans des zones aussi merveilleuses que ces zones-là ? Vous voyez ? Mais alors, ça veut dire qu'il faudrait peut-être changer les indicateurs de performance. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur le panier moyen, sur tout ce qui est assez pécunier ? Est-ce qu'il faudrait trouver d'autres formes d'indicateurs pour mesurer la performance d'une politique publique ou même d'une stratégie ? Une quotient émotionnelle peut-être ?
Quotient émotionnel, Oui, un indicateur du bonheur. Voilà, indicateur du bonheur, le quotient émotionnel, je ne sais pas si on peut, mais en tous les cas, c'est le ressenti, c'est tout ce que ça apporte de... Mais votre question, Guillaume, elle est plus générale. En fait, c'est quoi la comptabilité du 21e siècle? Qu'est-ce qu'on compte? Qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qu'un coût? Et aujourd'hui, cette question-là se pose à tout le monde, pas qu'à l'industrie du tourisme. Parce que si on comptait absolument, par exemple, toutes les externalités négatives d'une entreprise, peut-être qu'elles seraient toutes en perte. Elles seraient absolument toutes en perte. C'est-à-dire qu'elles ne gagneraient pas d'argent. Si on comptait absolument les externalités négatives, on ne le fait pas aujourd'hui. Et donc, cette problématique-là, je pense qu'elle ne se pose pas qu'à l'industrie du tourisme, elle se pose à tout le monde, d'accord. Si vous me permettez, je vais juste rajouter quelque chose, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de très important qui a été dit. Il y a un terme qui est très fort, qui est le terme de lien, en fait. Hier, on a eu une conférence sur l'économie servicielle. Ce matin, j'ai parlé d'économie et d'expérience, d'accord. Et puis, j'ai introduit peut-être ce que pourrait être l'économie du 21e siècle, qui est une économie du lien, justement. C'est-à-dire, tout d'un coup, ce qui va être le plus important, ce qu'on va produire, c'est du lien. Et en fait, c'est vrai tout le temps. C'est pas que pour le tourisme, tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, l'économie d'un service public, c'est l'économie du lien. L'économie de tous les services, c'est l'économie du lien. L'économie du tourisme, c'est l'économie du lien. Le lien, c'est ce que les gens cherchent. Le lien entre eux, le lien avec le territoire, le lien avec leur histoire, le lien avec leurs proches. C'est à l'aune de ça, finalement, qu'on va mesurer la réussite des propositions des entreprises. Est-ce qu'elles créent du lien durable? D'accord, du lien durable, pas du lien éphémère. Voilà. C'est probablement là que se trouvent les enjeux du XXIe siècle. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre intervention. Et je vous propose de vous retrouver très prochainement pour le 3e off, puisque demain, nous aurons encore de nombreuses conférences sur NetManager. Merci beaucoup.